Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. On ne sait plus si l'on doit dire enfin ou méfiance. La Haute Autorité de Santé a rendu jeudi 30 dernier son avis. Ça a été saisi par le ministre de la Santé François Braun pour la question de savoir s'il fallait, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés au système de santé. On rappelle alors que cette mesure inouïe dure depuis désormais 18 mois. On rappelle que ces soignants sont en dehors de tout cadre légal sur leur travail, qu'ils n'ont droit ni de travailler ni de se former pour se réorienter. Et on rappelle enfin que la France est le dernier pays d'Europe à avoir maintenu cette décision. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. La Haute Autorité de Santé a donc estimé que la couverture vaccinale à l'hôpital était suffisante, en sachant qu'il est admis que le vaccin ne protège pas de la contamination. Et le gouvernement a annoncé qu'il allait suivre la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Alors comment doit-on interpréter cette décision et surtout quel est l'état d'esprit de ces soignants suspendus? Sont-ils soulagés ou bien au contraire ont-ils fait une croix sur un retour dans ce système de santé? Nous en interrogerons plusieurs au cours de cette émission spéciale, mais pour en parler, nous avons aussi avec nous 3 personnalités très importantes qui se sont battues corps et âme pour ces soignants. Bonjour Martine Vonner. Bonjour. Bonjour Martine Vonner, vous êtes médecin psychiatre, fondatrice du mouvement Ensemble pour les libertés, co-auteur dernièrement de Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font aux éditions Nouvelle Terre. Nous avons aussi avec nous Maud Marian. Bonjour Maud Marian. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocate en droit des affaires internationales et en droit pénal des affaires et vous avez proposé pendant cette crise sanitaire de défendre bénévolement les soignants non vaccinés. Vous êtes d'ailleurs membre d'un collectif de 300 avocats qui œuvrent ensemble pour la protection de ces soignants. Et enfin, nous sommes également avec Marc Doyer. Bonjour Marc Doyer. Bonjour. Marc Doyer, vous êtes donc porte-parole de Verity France. Vous me permettrez, Marc Doyer, de faire honneur aux dames pour cette émission. Alors, Martine Vonner, quelle est votre première réaction concernant cette annonce? Est-ce que c'est un soulagement ou est-ce qu'au contraire, il faut toujours se méfier avec ce gouvernement dont on sait qu'il a traité vraiment très durement ses soignants? Alors en effet, on aimerait pouvoir sauter de joie, applaudir des deux mains, mais certes, c'est une mesure de bon sens qui vraiment n'avait que trop tardé. Mais comment aujourd'hui arriver à se réjouir alors que ce gouvernement mène par, alors j'ai failli dire par le bout du nez, mais non, à la baguette et actuellement à la matraque sur d'autres sujets, le peuple français. On sait que tous ces soignants, tous ces professionnels qui ont été suspendus, ce sont au fond eux qui n'ont pas eu peur dès le début. C'était eux qui étaient au combat, qui étaient en première ligne, qui ont été là dès le mois d'avril, mai, mars, pour ce qui concernait l'Est de la France, qui étaient là au chevet des patients, qui étaient là, je pense aux pompiers, pour aller chercher des personnes qui étaient dans leur domicile, en insuffisance respiratoire, et les SAMU ne se déplaçaient plus parce qu'ils n'en avaient plus les moyens et que tout le monde était à l'hôpital. Et on a ces professionnels qui ont été applaudis tous les soirs à 20h, et ce sont eux qui ont été écartés, ce sont eux qui ont été humiliés, ce sont eux qui ont été bafoués. Donc en fait, on est avec ce gouvernement, malheureusement, souvent, que trop souvent, dans des injonctions totalement contradictoire. Je t'aime, je te hais, je te rejette après t'avoir applaudi. Et en plus, on sait très bien, et on le sait tous depuis très longtemps, sur le plan scientifique, cette injection ne tenait absolument pas la route. Elle était prometteuse et beaucoup de professionnels de santé y ont été un petit peu les yeux fermés à se faire injecter. Mais on sait aujourd'hui sur le plan scientifique que cette injection n'a absolument pas rendu les bénéfices qui étaient attendus, mais surtout, et d'autres personnes ici pourront en parler encore beaucoup mieux que moi, ont entraîné des effets secondaires et parfois, malheureusement, jusqu'au décès, jusqu'à la disparition de la personne. Donc, rien de scientifique dans tout ça. Et on a une haute autorité de la santé qui prétend prendre cette décision, enfin, en tout cas, donner son avis sur on va dire, la science, en se basant sur la science. Or, ceci est totalement faux là aussi.
Donc on est vraiment dans un programme total de contrôle de la population par le biais très simple du contrôle de l'immunité. Et tout ce qu'on savait depuis tellement longtemps en médecine et qui aurait permis de ne pas avoir cette division à la fois de la population générale, mais aussi des professionnels de santé, c'était tout simplement faire des contrôles d'anticorps. Et là encore, j'allais dire, la médecine de bon sens a été laissée de côté, mais pour que des soi-disant sachants qui ont le pouvoir gardent la main sur toutes les décisions, mais aussi la population en mode contrôle. Bien sûr, et comme d'habitude dans cette crise, comme souvent malheureusement, ceux qu'on appelait les complotistes ont été stigmatisés, puis au final, on leur a donné raison plusieurs semaines après. Maud Marian, vous qui défendez beaucoup ces soignants, j'imagine, on en aura bien évidemment au cours de cette émission qui vont témoigner, mais qu'est-ce que vous pouvez retirer des réactions que vous avez eues avec vos clients? Est-ce que quelle est leur réaction? Comment perçoivent-ils aujourd'hui cette réintégration? Est-ce qu'ils sont soulagés ou est-ce qu'au contraire ils sont tellement abattus qu'ils n'espèrent même plus rentrer dans ce système de santé? Je dirais qu'il y a un peu de tout, hein. La première réaction, c'est évidemment un soulagement parce que y a quand même tout d'un coup une prise en compte d'éléments scientifiques et juridiques qui auraient dû être pris en compte depuis bien longtemps. Mais il y a une très forte méfiance de tous ceux qui ont pu lire les derniers avis, non pas seulement de la Haute Autorité de Santé, encore que celui-là est déjà pas mal, mais il y a eu d'autres avis qui sont tombés en février, en mars, de la part des autorités sanitaires qui nous permettent pas d'être très optimistes. Et puis après, évidemment, il y a cette levée de bouclier qu'on a pu voir dans la presse récemment, des médecins ou infirmiers qui seraient contre la réintégration de leurs confrères. Et puis, il y a de toute façon une appréhension parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être accueillis concrètement à l'hôpital, à la fois, j'allais dire, sur un plan humain, mais aussi sur un plan juridique, parce qu'il y a énormément de problèmes juridiques qui se posent. Ils ne savent pas s'ils vont être indemnisés des manques de salaire, et ils ne savent pas non plus s'ils ont vraiment envie d'y retourner. Certains n'y retourneront pas, certains sont de toute façon reconvertis dans l'intervalle. Mais ceux qui souhaiteraient y retourner ont beaucoup d'appréhension sur ce qui pourrait leur arriver là-bas et puis les conditions qu'on va leur imposer. Parce qu'on peut s'attendre à des conditions matérielles et juridiques peut-être de nature à dissuader les gens de retourner travailler. C'est très complexe comme question en réalité. Oui, j'imagine, chaque cas est particulier. Mais bon, au moins, Marc Doyer, il y a quelque chose dont on peut se réjouir, c'est finalement... au moins, malgré ces conditions, malgré on ne sait pas si bien évidemment ils vont avoir des retours sur salaire, il y a au moins cette question de la dignité qui peut être soulevée et on a fini, même si c'est peut-être pas forcément très volontaire de la part du gouvernement, par reconnaître cette dignité de ces soignants qui ont été traités d'une manière absolument inouïe dans cette crise. Marc Doyen, voilà, oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, merci. Oui, pardon. Je voulais dire que, en fait, vous parliez de dignité. Malheureusement, ça fait longtemps que la plupart de nos dirigeants politiques qui ont pris ce genre de décision ont perdu leur dignité. Je rappellerai quand même qu'on nous a parlé de non essentiels pour finir sur des suspendus. C'est quand même, les mots ont un sens. Et là, on voit bien qu'on a touché le fond avec tout ça. Moi, vous savez, j'ai été en première ligne avec des soignants. Non suspendus et suspendus, vaccinés et non vaccinés, puisque autour de Morissette, j'ai eu un formidable élan de solidarité dans l'Oise avec justement un groupe de soignants suspendus qui sont spontanément venus m'aider chez moi et prendre en charge en partie Morissette. Et en fait, le paradoxe dans tout ça, c'est que moi-même vacciné, la seule fois où j'ai attrapé le Covid, c'est quand je suis allé à l'hôpital avec soi-disant des soignants qui avaient été vaccinés et qui devaient me protéger. Donc on voit bien un petit peu le non-sens de tout ça. Je voudrais aussi rappeler, alors je me risquerais à être heureux de cette nouvelle parce que forcément, là on parle de femmes et d'hommes, il faut le rappeler quand même à vos auditeurs parce que tout le monde ne le sait pas en fait, qui depuis presque 2 ans sont sans rien, c'est-à-dire qu'on les a laissés sans salaire et sans même la possibilité de pouvoir, par exemple, comme n'importe qui, bénéficier du chômage. Donc,
Ni de Heureusement, formation ça d'ailleurs, arrive il ne parce- pouvait plus se former ailleurs pour éventuellement se reconvertir. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est terrible. Encore une fois, vous parliez de dignité. Mais quelle femme ou quel homme politique a pu laisser faire ça? Parce que quand même, il n'y a pas eu beaucoup de courageux pour dénoncer tout ça. Voilà, vous le disiez, nous, on a osé le faire et on a été roulé dans la farine, insulté, harcelé, tout simplement traité de complotiste. Donc voilà, je dirais que, ouf, enfin, peut-être effectivement, il y a une prise de conscience des autorités qui se disent on ne peut plus tenir comme ça. Maintenant, je dirais que c'est terrible ce que je vais vous dire, mais en fait, j'ai plus confiance, moi. Et j'espère que c'est pas un oui, mais, voilà, que cette décision, il y a plein de questions qui se posent. C'est est-ce qu'ils vont être dédommagés presque 2 ans sans salaire? Voilà, je veux dire. Et puis effectivement, moi, ça m'a frappé, c'est que depuis quelques jours, tous ceux qu'on a entendus sur les plateaux de télévision, là, je parle des médecins, qui se sont d'ailleurs trompés, souvent trompés, continuent de nous dire simplement qu'ils étaient contre la réintégration des soignants. Mais on est dans un monde terrible, là, je veux dire. C'est juste un problème d'humanité, quoi, je veux dire. Donc, voilà, nous, à Verity France, on est content de cette décision, bien sûr, parce que, vous savez, moi, je rencontre régulièrement sur le terrain des médecins qui viennent me voir et qui sont dans un état. Mais j'ai rencontré une pédiatre à Lyon il y a quelques semaines. Vous savez, on a fait une manifestation. Martine était là pour soutenir les soignants. Et il y a une femme qui est venue me voir et je lui ai demandé mais quelle est votre spécialité? Et elle m'a dit la chose terrible. Elle m'a dit j'étais pédiatre. Vous vous rendez compte? Voilà ce que l'on a fait dans notre pays. On a rendu des gens comme ça qui ont par le passé sauvé des vies, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens-là, en fait, ont la vocation de sauver des vies. Donc, je crois qu'il faudra un jour quand même analyser tout ça, parce que c'est très grave ce qui s'est passé dans notre pays. Voilà. Bien sûr, et puis au-delà du symbole, au-delà de la réalité, il y a essentiellement ce symbole et cette absence d'humanité, comme vous l'avez souligné dans ces décisions. Nous sommes, je crois, avec un premier témoignage à l'antenne. C'est Adélaïde Joran. Bonjour Adélaïde Joran. Vous nous entendez? Oui, bonjour Valentin. Bonjour, vous êtes donc vous orthophoniste, alors je ne sais pas s'il faut dire vous étiez ou vous êtes, pour vous, vous êtes orthophoniste à l'hôpital public de Périgueux en Dordogne, et alors vous avez été suspendu, donc racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui, donc j'ai été suspendue comme tout le monde, courant septembre, enfin comme tout le monde, comme tous les professionnels suspendus, Bien sûr. Courant septembre 2021. J'ai envie de dire que l'histoire, elle commence avant, donc je vais le reprendre par ordre chronologique, ça fait un petit peu linéaire, mais ça permet de comprendre un petit peu pourquoi j'en suis arrivée à cette suspension. Bon, bien sûr, c'est un profil de citoyen de toute façon. Auparavant, ça veut dire qu'on s'était peut-être intéressé déjà à quelques problématiques sociétales ou professionnelles. Moi, je sais que j'avais régulièrement des entretiens avec ma direction, parce qu'il y avait des choses qui me paraissaient compliquées dans un établissement public de soins. Bon, et là, en fait, l'histoire, elle commence en 2020. En 2020, quand il y a des choses contradictoires qui sont dites à la télévision pour la population et qui sont réalisées à l'intérieur de l'hôpital. Par exemple, on a vidé l'hôpital parce qu'on attendait une vague, mais ça veut dire qu'on ne soignait pas les patients qui étaient là en attendant la vague des patients potentiels. Alors, on a eu la chance à l'hôpital de Périgueux de ne pas avoir la vague de Covid, comme par exemple il y a eu dans le Grand Est, où il y a eu vraiment un afflux de patients. C'était apparemment le Capharnaüm aux urgences. Donc nous, on n'a pas eu ça, mais on a arrêté de soigner les patients quand même. Donc plan blanc avancé, plus de patients, on a vidé tous les services, on a redéployé les agents, mais il n'y avait pas de travail, mais c'était au cas où, et on a déprogrammé les consultations externes. Donc ça a commencé à m'interpeller. Donc vous avez déjà entendu parler du fait qu'on n'avait pas suffisamment de matériel de protection, comme les gants, les masques, on a travaillé en sac poubelle, bon ça c'est déjà dit beaucoup, et du coup c'était complètement contradictoire avec la peur panique insufflée à la population qui devait aller à Leclerc, à Auchan ou à Hyper U, pardon, il ne faut pas citer le marque, et laisser ses courses reposer dans le garage. Enfin, c'était vraiment, c'était de quoi venir schizophrène. Après, je me suis aperçue de choses désagréables dans ce qui était inscrit ou pas inscrit dans les dossiers. Notamment, vous savez, il y avait toujours cette histoire, il est décédé du Covid ou avec le Covid,
ou alors il est entré pour Covid, par exemple, moi je me souviens d'un jeune patient entré après un accident scooter pour une jambe cassée. On lui fait un test PCR et on le fait rentrer pour Covid dans les papiers. Donc c'est pas possible. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui m'ont interpellée. J'avais créé Vigilance CHP, donc c'est le nom de mon hôpital, parce qu'il y avait des choses gênantes. Ensuite, il a commencé à y avoir cette histoire de folie de dépistage PCR absolument pour tout le monde, pour les personnels. Et puis on a commencé à parler vaccination, puis vaccination obligatoire. Et là, c'est vrai que ça s'est accéléré tout ça. Et donc après, j'ai créé nos passes 24 qui permettaient justement, d'un point de vue beaucoup plus citoyen, de réfléchir à cette histoire de société à deux vitesses. Ceux qui étaient autorisés à et ceux qui ne l'étaient pas, et sur un fait de santé. Et donc là, nos passes 24 s'est intéressé, comme beaucoup d'autres collectifs, à tout ce qui était l'aspect démocratique des libertés individuelles, de la place de l'individu, du consentement éclairé, etc. Et puis, il y a eu d'autres collectifs qui se sont intéressés, par exemple, à la notion sanitaire, par exemple, de mise sur le marché d'un produit récemment innovant. Et c'est vrai que tous ces collectifs citoyens se sont un petit peu spécialisés dans des domaines précis. Il y en a certains qui se sont intéressés au masque, la qualité du masque, les études qui prouvaient ou pas, ou qui démontraient qu'au contraire ce n'était pas forcément utile, ou dans quelle situation, ou selon quelle utilisation. Et c'est vrai que tout ce travail de collectif nous a aussi porté. Il faut voir ça, c'est-à-dire que on a vécu quelque chose de dramatique, comme je l'entendais à l'antenne juste avant, et de problématiques d'extrêmement graves, parce qu'on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la démocratie et de la folie humaine. Cependant, c'est parce qu'on a été méthodique, qu'on a été liés, solidaires, et petit à petit on a réussi à avancer. C'est parce qu'on a été dans cette dynamique-là ça nous a permis de ne pas sombrer dans la folie ou dans la dépression. Certains collègues se sont suicidés. C'est vraiment important de créer et d'avoir un projet. Et là, dans un monde de chaos, finalement, on avait ce côté-là. Attends, on va essayer de réfléchir, on va essayer de démontrer, on va essayer de passer en justice. Et petit à petit, on a avancé. Moi, j'ai fait une grève de la faim de 44 jours, j'ai arrêté parce que aucun élu n'est venu, aucun journal national. Mais c'était fou. C'était vraiment impressionnant de savoir à quel point, de toute façon, quoi qu'on fasse, les décisions étaient prises. De fil en aiguille, m'apercevant que à la télé ou dans les grands mainstream, on entendait uniquement un discours unilatéral sans débat contradictoire, on a créé un tout petit journal citoyen en Dordogne qui s'appelle La Chaîne 24, le Renifleur 24. Et cet renifleur avait pour vocation d'aller s'intéresser, alors au début on s'est intéressé plus à du sanitaire, mais de s'intéresser à des choses sous un autre angle, par exemple la gestion des forêts sous un autre angle, ou la gestion sanitaire bien sûr, mais sinon l'information sous un autre angle. Et on en parlera d'ailleurs aussi, c'est très intéressant c'est très intéressant de la manière dont les soignants et dont les autres se sont aussi organisés, et de cette opportunité, dans la douleur, de s'organiser et de voir le monde autrement. Mais donc pour survivre pendant cette crise, donc vous vous êtes organisés, et là est-ce que vous espérez être réintégré, ou est-ce qu'au contraire vous vous dites que finalement vous avez plutôt rompu avec ça et que vous voulez aller ailleurs, vous voir ailleurs? Alors, l'hôpital public allait très mal bien avant cette crise-là. Vous avez déjà vu des soignants dans la rue. Cet hôpital public-là, pour moi, il a encore pris un coup dans l'aile, si je puis dire. Par contre, il est hors de question qu'on ne soit pas réintégré, tout simplement pour faire justice. C'est vraiment important qu'il y ait une prise de conscience générique, que cette réintégration-là, elle signera le fait que, effectivement, il y a eu une peur panique, des prises de position qui étaient peut-être malséantes. Par ailleurs, il est important pour moi qu'on soit réintégré parce que, je l'entendais aussi dans le témoignage d'avant, ces salaires qui nous ont pas été versés pendant ces 18 mois, pour arrondir, ils nous sont dus, ce sont les nôtres. Donc on va être réintégré et on continue cette organisation pour continuer notre offensive vers une authenticité démocratique. On nous a interdit le droit au travail pour fait de santé, il y a eu discrimination, il faut réparation. Donc réintégrer avec salaire, c'est déjà la première étape. Et je pense très très important d'être réintégré parce que je pense qu'un hôpital public c'est une institution publique, doit prendre conscience. Ça me fait penser à la laïcité dans l'éducation nationale. C'est quelque chose qui est fondamental. Donc il est impératif de prendre conscience que si on a perdu une équité, si on a procédé à une discrimination, c'est très grave dans un établissement public.
puisque c'est un établissement d'État qui est censé représenter un petit peu l'aspect démocratique. Bien sûr. Par contre, bien sûr, j'entends votre question. Il est évident qu'on n'a pas attendu. Moi, j'ai fait une grève de la faim de 44 jours, c'est long. On n'a pas attendu 550 jours sans manger. Donc, bien sûr qu'il a fallu qu'on trouve d'autres moyens pour vivre. Et en général, il y a eu des transitions aussi professionnelles. Donc, il est évident que finalement, elle nous met en bascule, cette réintégration, parce que ça veut dire que là, on avait avancé ou on avait transitionné, et il faut qu'à nouveau, on fasse un choix. Est-ce que on laisse l'hôpital parce que nous, on a avancé, ou est-ce qu'on essaye de combiner les deux, ce qui paraît être extrêmement déséquilibrant, parce que c'était quelque chose de dramatique à vivre d'un point de vue psychique pour tous les professionnels suspendus, soignants ou autres. C'est vrai qu'effectivement, vous avez raison. Merci beaucoup, Adélaïde Durand, de souligner la particularité de la date, finalement, 18 mois. C'est déjà une très grande souffrance. Je pense que beaucoup de soignants n'espéraient plus être réintégrés. Et effectivement, ils avaient commencé à se former ailleurs. Et là, on leur redit finalement, vous pouvez rester. Donc, c'est très compliqué pour eux. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage, Adélaïde Durand. Je vais me tourner vers nos invités, vers notamment Martine Vonner. Je sais que vous devez nous quitter à 8h. On entend effectivement que ce qui ressort de ces soignants, c'est l'incompréhension et puis surtout le sentiment d'être complètement en dehors de l'état de droit, des valeurs effectivement de la République. Donc c'est vraiment un traitement inouï, et puis donc c'est finalement cette échéance, ces 18 mois, alors que la France était devenue le dernier pays européen à ne pas réintégrer ses soignants. On ne sait pas du tout comment, d'ailleurs, dans quelles conditions elles vont avoir lieu. Il y a la question de la rétribution des salaires. Alors on sait que dans certains pays ça a eu lieu, dans d'autres non. Donc là-dessus aussi, on navigue complètement à vue. On marche complètement à vue, et c'est vrai que cette situation est à un haut niveau de souffrance psychique. Moi qui analyse ça avec mon œil de psychiatre, on a toute une série de professionnels dans des situations très différentes, mais à qui on demande d'aller de nouveau quasiment serrer la main à leur bourreau, parce qu'on a parlé de l'État et de la décision de l'État d'exclure toutes ces personnes. Mais au fond, ce sont toute une série intermédiaire d'exécutants qui ont pris ou qui ont accompagné ces décisions. Donc, comment retourner dans le bureau d'un directeur des ressources humaines, justement pour peut-être reparler ou reposer les contours d'un contrat de travail en confiance? Toutes les conditions de burn-out pour ceux qui étaient peut-être encore dans la lutte ou qui sont toujours dans la lutte, parce que j'en rencontre énormément et je suis en contact avec énormément de soignants, mais brutalement on leur dit ça y est, vous pouvez y retourner, vous ne savez absolument pas dans quelles conditions, vous ne savez pas du tout si vous allez pouvoir retrouver cette dignité qui correspond simplement à retrouver aussi les salaires perdus et se retrouver dans une ambiance au fond professionnelle, avec des personnes qui vont vous regarder de travers, avec aussi cette perte de confiance, parce que les médias, bien sûr je ne parle pas de vous, mainstream, qui ont joué un rôle absolument catastrophique, ont mis dans la tête des patients actuels ou des futurs patients ce questionnement. Au fond, est-ce que je vais accepter d'être soigné par un soignant sans savoir quel est son statut vaccinal? Parce que bien évidemment, la majorité de la population n'a toujours pas compris que cette injection ne rime à rien et n'a surtout pas entraîné, une protection. Voilà, donc on est dans une situation presque, enfin non, pas presque, mais vraiment de sable mouvant, et c'est complètement logique, et merci au premier témoignage que vous nous avez partagé, parce qu'on sait très bien que beaucoup de professionnels ont dû se tourner vers d'autres métiers, ont dû, pour beaucoup d'entre eux aussi, quitter la France pour pouvoir continuer leur métier de cœur, leur métier de passion à l'étranger, parce que dans les pays limitrophes, il n'y avait pas cette obligation vaccinale, et ça fait depuis plusieurs mois que ces pays limitrophes accueillent les professionnels de santé français qui veulent retrouver leur métier. Donc on est là
là vraiment dans une situation très compliquée, à la fois sur le plan, en effet, et Maud Marion l'a très bien dit tout à l'heure, à la fois sur le plan humain, sur le plan juridique, et j'allais dire, penser les plaies à tous ces niveaux-là va être très long. Effectivement, vous avez raison. Et d'ailleurs, je voudrais, juste avant de rendre la parole à Maud Marion, revenir avec vous, Marc Doyer, ici, sur effectivement comment ces soignants vont être perçus s'ils reviennent à l'hôpital, puisque le gouvernement a beau avoir annoncé qu'il allait réintégrer ces soignants, on a déjà revu un nombre de réactions médiatiques encore très très hostiles aux soignants, même après que les institutions aient fait leur mea culpa. Je vous cite simplement deux réactions. D'abord, le docteur Jérôme Marty, un médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre, qui a vraiment beaucoup œuvré pour la vaccination, qui a dit: on est profondément écœuré et c'est un sentiment collectif. Cela va créer des tensions dans les services et surtout ceux qui ont perdu leur poste sont les plus extrêmes. Ils vont faire du prosélytisme anti-vax. Et puis on a également Philippe Bluat, directeur général de l'hôpital européen de Marseille et ancien président de l'association européenne des directeurs d'hôpital, qui a tweeté, je cite: dubitatif à l'idée d'une réintégration des non-vaccinés. L'hôpital a-t-il besoin de soignants qui ne croient pas à la médecine, voire sont complotistes et ont abandonné les patients en pleine pandémie? Ce serait un mauvais signal envers l'immense majorité qui a fait son devoir. Donc là, pareil, on a une inversion totale du discours, puisque c'est les soignants qui ont abandonné les patients, et donc on est toujours dans cette espèce de haine de la part d'une certaine partie de la classe des médecins envers ces soignants. Vous voulez mon avis Bien sûr. Écoutez, déjà, alors vous prenez un mauvais exemple, puisque le docteur Marty, alors moi j'ai du mal à mettre ce titre docteur devant ce nom, puisque d'abord c'est un médecin qui passe sa vie sur les plateaux télé et ça fait bien longtemps qu'il n'a pas vu un patient. C'est un des rares médecins, si vous allez sur le site Doctolib, où il y a de la place pour aller en consultation, alors qu'on sait qu'en France, partout, il y a une crise pour trouver un médecin. Donc c'est quand même formidable, il doit être extraordinaire, puisque c'est le seul qui a de la place dans son cabinet. En plus, ça fait partie quand même des gens qui ont raconté tout et n'importe quoi, donc j'invite simplement vos auditeurs à aller faire quelques recherches sur Marty, ils auront la réponse. Moi, je pense que le débat, il est bien plus... Il faut un débat national maintenant sur cette crise Covid. Déjà, je vais peut-être un peu mettre le pavé dans la mare, mais on a entendu à plusieurs reprises un député, Jean Lassalle, nous dire que le président de la République n'était lui-même pas vacciné et qu'il en avait les preuves. Donc moi, à Vérity France, on veut savoir tout ça, parce que c'est fondamental. Parce que si déjà, à la base, le chef de l'État, qui nous a tous envoyés dans les vaccinodromes, lui-même pas vacciné, je pose la question, pourquoi ? Ensuite, on doit avoir un débat bien au-delà de savoir aujourd'hui s'il faut les réintégrer ou pas. C'est terminé. De toute façon, la loi va le faire, et bien heureusement. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs quand même. On a appris que les masques servaient pratiquement à rien, que le vaccin ne protégeait pas. Les gens, malgré être vaccinés, sont tombés malades. J'en suis la preuve vivante. J'ai été vacciné 2 fois, je suis tombé malade du Covid. C'est la première fois dans ma vie où je suis vacciné contre une maladie et où je tombe malade de cette maladie. Et où vous êtes traité de complotiste anti-vax alors que vous êtes vacciné. Mais oui, mais attendez, vous savez, les gens dont Marty d'ailleurs, qui emploient à longueur de journée ces termes de complotistes, pro-russes, anti-vax, ils sont juste pas crédibles puisqu'on est vacciné, donc on n'est pas anti-vax. C'est complètement ridicule. J'adorerais être anti-vax parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas sur le ventre en train et je serais certainement en train de profiter de mon épouse qui est à 6 pieds sous terre. Donc c'est quand même assez marrant et drôle d'entendre ce genre de bêtises, de sottises. Il y a aussi quand même quelque chose de très important. Parce que moi, c'est ce que on m'a dit en milieu hospitalier. Les faux passes. Vous avez une partie du personnel qui aujourd'hui n'est même plus à jour de la vaccination et qui viennent nous dire qu'ils ne veulent pas réintégrer des soignants, entre guillemets, anti-vax et suspendus non vaccinés. Mais on marche sur la tête. Je veux dire, où est le bon sens et la logique dans tout ça ? Vous savez, un jour, j'ai rencontré une femme pompier qui était suspendue et qui m'a avoué la chose suivante, en disant, vous savez, le pire dans cette histoire, c'est que je sais que mon supérieur hiérarchique, il a un faux passe. Et c'est ce monsieur qui a fait suspendre cette pompier. Donc, moi, ce qu'on veut à Vérity France, on veut des réponses à tout ça. Parce que c'est bien plus grave que ça. C'est de se dire, aujourd'hui, effectivement, pourquoi vous avez, par exemple, des soignants qui ont fait des faux passes. C'est la réalité, je veux dire. Personne ne va dire que je suis encore complotiste quand je dis ça. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est la réalité. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, moi, juste pour finir mon propos là-dessus,
c'est que je pense qu'on aurait tous adoré qu'entre guillemets, il y ait un vaccin qui nous sauve et qui nous protège. Donc, repartons de ça. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Et effectivement, en plus, cerise sur le gâteau, y a des gens qui ont été vaccinés et qui aujourd'hui sont morts d'effets secondaires. Donc, encore une fois, moi, je demande aux autorités, ça fait des mois et des mois, je le crie, il faut maintenant qu'il y ait un vrai débat sur ce sujet-là et arrêter de diviser. On doit apaiser parce que dans toute cette affaire, il y a eu de la souffrance partout. Il y a des gens qui sont décédés du Covid, il y a des gens qui sont malades aujourd'hui encore du Covid avec des Covid longs, il y a des gens qui sont aujourd'hui lourdement handicapés à cause du vaccin, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, ça existe. Donc, arrêtons les petites querelles de clocher, arrêtons de faire intervenir des gens vraiment d'une médiocrité et encore une fois, je veux dire simplement d'une méchanceté, mais à toute épreuve, parce que Marty, Vargon et compagnie, quand même, moi je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai porté plainte pour ça. Ces gens-là, quand même, ont entretenu des réseaux de harcèlement, d'insultes vis-à-vis de malades, vis-à-vis de soignants, etc. Je pense qu'encore une fois, on est bien au-delà de tout ça. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Merci Marc Doyer. Marc Doyer, on rappelle que vous êtes porte-parole de Verity France. On reste aussi avec vous, Maude Marian, avocate en droit des affaires internationales. Martin Voder a dû nous quitter. Nous, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite, émission spéciale. Et nous sommes toujours donc avec Maude Marian, avocate en droit des affaires internationales et droit pénal des affaires, qui s'est proposé pendant la crise de défendre bénévolement des soignants suspendus. Nous sommes également avec Marc Doyer, porte-parole de Verity France, et nous aurons au cours de cette émission des témoignages de soignantes non suspendues. Sont-ils ou non volontaires pour réintégrer le système de santé? Martine Vonner nous a quittés juste avant 8h. Maude Marian, je voulais rester avec vous. Effectivement, il y a une question de dignité, il y a une question de réintégration. Alors, est-ce que vous avez, vous aussi, des informations sur les conditions, ou est-ce qu'on est encore là-dessus dans le flou sur notamment toute cette réintégration des salaires? Peut-être vous pouvez nous expliquer dans d'autres pays d'Europe comment ça a pu se passer, cette réintégration, puisque d'autres pays d'Europe ont réintégré ces soignants. Oui, alors, si je peux me permettre juste un petit mot sur cette opposition qu'on a pu lire dans la presse notamment, et dont parlait Marc Doyer tout à l'heure, entre vaccinés et non vaccinés à l'heure actuelle. Je tiens à le dire parce qu'on oublie à chaque fois de souligner que les soignants qui sont en activité, on va dire plus largement tous les personnels soumis à l'obligation vaccinale qui sont actuellement en activité et qui n'ont donc pas été suspendus ou qui ne le sont pas actuellement, ne sont pas vaccinés au sens propre, parce que ce sont des gens qui soit ont un certificat de rétablissement, donc par définition n'ont pas eu l'injection, soit ce sont des gens qui ont des contre-indications, donc par définition n'ont pas reçu l'injection, soit ce sont des gens qui se sont soumis au schéma vaccinal imposé par la Haute Autorité de Santé et qui donc ont eu un premier booster uniquement il y a plus de 3 mois. Donc, comme les autorités elles-mêmes nous disent que le premier booster n'a d'effet que sur une durée très courte d'environ 3 mois, on doit intégrer dans nos esprits qu'aujourd'hui, les personnels qui travaillent ne sont pas plus vaccinés que ceux qui n'ont jamais reçu l'injection. C'est très important parce que je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui, toute cette démarche d'imposer un énième booster, un bivalent et que sais-je, ne tient absolument pas. Et voilà, donc j'insiste là-dessus. Alors, pour ce qui concerne les conditions de réintégration, en réalité, on ne sait rien. Pour ce qui est de la France, on ne sait rien parce que M. Brown a simplement dit qu'il allait soumettre à la recommandation de la Haute Autorité de Santé, laquelle recommandation ne porte que sur la partie médicale, et c'est très important. La Haute Autorité nous indique qu'effectivement, il n'y a plus lieu de maintenir cette obligation vaccinale Covid-19. Elle le dit dans des termes d'ailleurs très très mesurés qui laissent entendre qu'il est possible que quelque chose quand même soit imposé du type double vaccination grippe Covid au mois de septembre ou des choses comme ça. Effectivement. Et elle maintient que la vaccination est hautement recommandée pour les soignants et à l'hôpital. Exactement. C'est plus une obligation, c'est une forte recommandation et on sent quand même poindre un certain nombre
peut-être d'obligations à venir sur des périodes, sur des campagnes de vaccination grippe-Covid. Bon, voilà, ça c'est pour la partie médicale. Le gouvernement ne s'est pas du tout positionné. Il ne nous a pas dit si on allait pouvoir espérer récupérer des salaires. Il faut savoir que techniquement, une abrogation du décret d'application de la loi du 5 août, c'est la seule chose que peut faire M. Brown. C'est-à-dire que lui, il ne détient pas la capacité d'abroger la loi, c'est-à-dire la loi a imposé l'obligation vaccinale, elle l'a créée. Lui ne peut pas modifier la loi, il peut modifier simplement le décret d'application. Donc il peut suspendre l'application du décret, prendre un autre décret qui met fin au décret précédent. Donc on est là sur des questions d'avenir. C'est-à-dire qu'à compter du décret à venir de M. Brown, il y aura une abrogation pour l'avenir, pas pour le passé. Ça, c'est la partie importante. A priori, selon ce que moi j'ai pu entendre et ce dont je suis à peu près sûre, c'est qu'il n'y aura pas dans le décret d'abrogation du décret d'application de l'obligation vaccinale quoi que ce soit concernant le rétablissement des salaires. On en est sûr à 99%. C'est-à-dire que il y a tout lieu de penser qu'on va dire simplement aux gens « retournez bosser, point ». Donc, c'est évidemment une grosse difficulté. En Europe, globalement, il y a eu quand même une démarche de... Alors, ça n'a jamais duré aussi longtemps que chez nous, hein. C'est très important de le souligner. On n'a eu nulle part en Europe des 18 mois de suspension, hein, nulle part. Mais la plupart des pays ont réintégré avec une réparation du manque à gagner. Alors, ça peut prendre la forme d'une indemnité, mais ça sous-entendrait qu'il y a un préjudice, ou ça peut prendre la forme d'un rétablissement de salaire, c'est-à-dire tout simplement vous remet dans vos droits. Là, vraiment, je crois, et je pense que ça fera partie probablement d'une stratégie gouvernementale, je pense qu'il n'y aura aucun geste à ce niveau-là, et que de ce fait-là, ça permettra encore d'écumer les suspendus qui ne voudront pas retourner dans ces conditions-là. Et si vous voulez, ça permettra sans doute encore à des docteurs Marty, docteurs Vargon et qui sais-je encore de dire que, vous voyez, décidément, on est des mauvaises têtes, on ne retourne pas travailler alors qu'on nous reprend, on est tellement gentils avec nous. Enfin, voilà, j'ai peur que ce soit ça la situation à venir. En tout cas, on se dirige vers on va dans cette direction. Sachant, je le souligne aussi, qu'il y a eu une proposition de loi qui a été déposée, la proposition 991, qui a été déposée par des députés récemment le 23 mars 2023, qui prévoit de discuter au Parlement l'abrogation cette fois-ci de la loi du 5 août 2021. Donc ça voudrait dire on ferait disparaître du dispositif législatif l'obligation vaccinale des soignants et autres professions sur la Covid-19, sur le vaccin Covid-19, ce qui veut dire que là, on irait à la racine, arracher vraiment l'obligation. Mais même ce projet de loi ne prévoit pas le rétablissement des salaires. Il faut le savoir, c'est très important. C'est-à-dire que même dans la démarche des parlementaires, à ce stade en tout cas, il n'est pas envisagé de réparer 18 mois d'absence totale de rémunération ou de quoi que ce soit pour ces gens-là. Donc, ils seraient laissés pour compte pour cette période. Effectivement, alors qu'on le rappelle, cette suspension s'est faite en dehors de tout cadre légal et que les soignants qui sont encore suspendus pour le moment sont en dehors de tout cadre dans le droit du travail. Nous sommes avec un autre témoignage. Martine Galigné, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour madame. Alors expliquez-nous un petit peu votre parcours, votre suspension. Oui. Allez-y, je vous en prie. Alors, donc moi je suis Martine Galigné, je suis donc infirmière de bloc opératoire. Donc j'ai d'abord exercé pendant plus de 30 ans au sein des hôpitaux, essentiellement des CHU. Donc j'ai fait une spécialisation et donc je connais très très bien l'hôpital. Cet hôpital que j'ai vu se dégrader à partir d'une vingtaine d'années. Donc nous avons beaucoup œuvré, nous avons beaucoup manifesté, mais nous avons été réquisitionnés régulièrement. Donc nous étions impuissants par rapport à tout ce qui se passait. Alors pour ma part, le 15 septembre, donc j'étais dans ma salle d'opération, habillée en tenue stérile puisque j'étais auprès de l'équipe chirurgicale sur une intervention. D'accord. Et une collègue aide-soignante est rentrée
d'une façon relativement violente dans la salle. Heureusement que la patiente était endormie sous anesthésie générale parce que je pense que cela aurait eu des conséquences sur l'intervention. Et elle m'a dit « Martine, tu dois sortir de la salle, tu es attendue par un agent de la sécurité ». Je rappelle que pour organiser des salles d'opération, le personnel n'est pas pléthore, donc il a fallu mettre en place un remplacement pour que je puisse me rendre auprès de cet agent. Donc déjà, on a une mise en danger de la personne qui était sous anesthésie. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai quitté ma salle. Dans le couloir, ma cadre est arrivée, elle n'était pas au courant de cette procédure. Donc je me suis rendue auprès de cet agent qui m'a demandé ma carte professionnelle, qui s'est excusé. Donc je lui ai dit, mais monsieur, vous exécutez un rôle, il est bien dommage que ce soit vous qui veniez à ma rencontre. Donc je lui ai remis ma carte et il m'a remis ma convocation. Voilà, donc je suis revenue, je suis pas revenue en salle et ma cadre m'a accueillie dans son bureau pour qu'on puisse un petit peu évacuer d'abord toutes les larmes qui sont arrivées rapidement. Donc je vais employer 3 termes. Je vais employer le terme de la violence, de l'humiliation et de la malveillance. Il faut savoir que 4 ans avant, dans ce bloc opératoire, nous avons demandé à avoir un comité parce que tout allait très vite, la charge de travail était de plus en plus importante et on sentait une malveillance qui se mettait en place. Et ce jour-là, je me suis dit mais tout cela a disparu. Voilà pour ce terrible témoignage. Je voulais dire qu'en fait, je pense que ce qui m'est arrivé, les quelques collègues qui ont été là, ça a dû entraîner une peur tellement importante que la procédure de se rendre se vacciner était mise en place. Donc, effectivement, sur le tableau opératoire, tous les jours, il était marqué, chaque personne devait se rendre, se faire vacciner. Donc, il fallait mettre en place ces remplacements. Voilà. Donc, c'est pas anodin de remplacer toutes les 10 minutes quelqu'un sur différentes spécialités. Et puis cela a continué. On devait, ces personnes-là, tout le monde devait envoyer son dossier médical à l'administration. Donc, je ne vois pas en quoi ça concerne l'administration d'avoir notre dossier médical. Et puis, on a commencé à entendre parler d'un pass pour venir travailler. Et puis, on a commencé à entendre parler que les patients auraient un pass pour venir se faire soigner. Alors moi, je suis une hospitalière dans l'âme, donc pour moi, tous les patients, quels qu'ils soient, quelle que soit la nationalité, quelles que soient ses origines, il y a droit à des soins. Et moi, ce service public ne correspondait plus à mes convictions de soignant. Effectivement. Et alors, racontez-nous un petit peu, parce que je crois que vous m'avez dit que vous allez vous diriger vers la retraite là actuellement, c'est ça ? Voilà. Alors moi, si vous voulez, à partir donc j'ai été suspendue le 15 septembre. On m'a demandé de rembourser donc la moitié du mois de septembre, chose que j'ai faite. Et puis j'avais demandé une disponibilité, mais ma cadre m'avait dit vous n'aurez jamais votre disponibilité. Donc j'ai été mis en disponibilité pour 3 mois et j'ai dû très très vite la reconduire. Sinon j'étais considérée comme démissionnaire de l'hôpital. Il était hors de question que je démissionne de l'hôpital au bout de plus de 30 ans de carrière. Et par exemple, là, parce que vous n'avez pas pu cotiser forcément pendant ces mois de suspension, et donc vous avez été empêché de cotiser, là-dessus, ça ne vous sera pas rendu non plus ? Pas du tout. Voilà. Donc, suite à cette suspension, donc dans disponibilité, et puis moi, en 2012, je n'avais pas signé pour pouvoir continuer à travailler jusqu'à 62 ans, et partir à 62 ans. Donc, je pouvais partir à partir de 57 ans. Donc, j'ai effectivement fait ma demande et au 1er mai, je partirai donc à la retraite. D'accord, sans avoir pu cotiser, sans avoir plus, genre je ne sais pas si c'est indiscret de poser cette question, vous n'aurez pas de retraite pleine alors si c'est comme ça ? Alors, je n'aurai pas de retraite pleine, bien sûr. Voilà. Donc, je voulais quand même aussi dire, j'ai quand même 3 courriers. J'ai un courrier, le premier courrier, c'est donc ma suspension. Mon deuxième courrier, c'est ma disponibilité. Et mon troisième courrier, c'est les remerciements de l'hôpital, de mes bons et loyaux services au service public. Donc, c'est quand même extraordinaire. D'accord. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant ces 18 mois,
Nous avons créé bien sûr un petit collectif parce que en fait tellement de personnes étaient démunies, tellement de personnes étaient en souffrance. Donc j'ai rencontré toutes personnes, des secrétaires, des jardiniers, des gens dans la logistique. Enfin c'était quelque chose d'effrayant. Ils n'étaient pas au contact de patients, mais ils devaient être injectés. Donc nous avons vite contacté Elsa pour nous rallier au collectif uni, pour qu'on puisse donc être tous relayés pour avoir des infos importantes. Et je voulais dire aussi que sur le plan juridique, donc moi j'ai fait bien sûr une première démarche juridique qui bien sûr a été négative, mais de plus mon avocate m'a demandé de bien regarder parce que peut-être de résilier, du moins de ne pas poursuivre une démarche parce que l'hôpital était prêt à se retourner contre moi et me demander 1 500 €. Donc je n'ai pas poursuivi ma démarche juridique. D'accord, oui, en plus, d'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup Martine. Je vous en prie. Galinier, je vous remercie. pour ce témoignage et on peut que vous souhaiter bon courage pour déjà une bonne retraite et puis en tout cas du courage pour la suite. Effectivement, alors Stéphanie Ginibre nous a rejoint également pour témoigner, mais avant je voudrais seulement donner la parole à Marc Doyer. On voit l'importance également de cette organisation, de ces liens sociaux qui ont permis aux soignants de survivre. Vous aussi, ça vous a effectivement marqué, mais on peut dire que dans ce malheur de cette crise, il y a eu une possibilité pour les gens de s'unir et de s'organiser autrement. Oui, mais bien sûr, et c'est là qu'on voit que l'humain reprend toujours le dessus. Il y a eu effectivement un formidable mouvement de solidarité. Moi-même, je l'ai vécu. À Verity France, c'est ce qu'on a mis en place. Et bien heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'il y aurait eu encore plus de drames que cela. Je crois que tout à l'heure, l'infirmière qui témoignait parlait de suicide. Il y a eu des suicides. Voilà. Vous savez... Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si les choses évoluent et si d'ailleurs on en vient à la réintégration, c'est parce qu'effectivement, il y a eu plein de collectifs qui se sont créés, des associations, des avocats, quelques rares femmes et hommes politiques qui se sont emparés du sujet. Et c'est pour ça qu'il y a cette réintégration. Et c'est fondamental, de toute façon, voilà, de remettre de l'humain au centre de tout ça. C'est ce qui a manqué à beaucoup de gens, mais ça s'invente pas. Voilà, où on l'a, où on ne l'a pas. Donc voilà, malheureusement, tous les décisionnaires, parce qu'on le voit bien. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'OMS, je crois hier ou avant-hier, a déclaré qu'il ne fallait plus vacciner, qu'il ne fallait plus que vacciner les personnes en mauvaise santé. C'est-à-dire que ça aussi, je voudrais bien que vos auditeurs le comprennent, parce que moi, en fait, je me positionne en simple citoyen. Là, je suis ni médecin. Je me suis retrouvé dans cette affaire, malheureusement, bien malgré moi, alors que j'avais fait confiance. Mais on est passé de tout à rien. C'est-à-dire qu'au départ, on nous vantait la vaccination absolument à faire sans hésiter. Et aujourd'hui, on entend de l'OMS que finalement, il faudrait plus vacciner que les gens qui sont en mauvaise santé. Moi, j'avoue que je m'y perds complètement. Donc, voilà, je ne sais pas quoi vous dire parce que je trouve que dans toute cette affaire, voilà, il y a eu un énorme gâchis et ça a touché vraiment. Aujourd'hui, je pense que c'est important de donner la parole beaucoup, comme vous le faites là ce matin, à ces hommes et ces femmes qui ont été tout simplement suspendus. Et je voudrais finir là-dessus. Je recommande à vos auditeurs d'aller voir un très très joli film qui s'appelle Suspendu, d'un réalisateur qui s'appelle Monsieur Moine. Et en fait, tout est dit là-dedans. Voilà. Effectivement, et vous avez raison de dire que c'est vraiment l'humain qui a été blessé dans cette crise. Nous sommes avec, il y aura encore un autre témoignage après, mais Stéphanie Ginibre, on vous avait déjà reçu pour expliquer votre situation. Vous nous entendez bien ? Stéphanie Ginibre ? Je crois qu'on a des problèmes de connexion avec Madame Ginibre. En attendant, on a un deuxième témoignage par téléphone. C'est Vincent Vincent, vous nous entendez ? Oui, bonjour. Oui, Vincent, vous êtes donc chirurgien dentiste libéral et vous avez été empêché de travailler également. Alors, est-ce que vous pouvez nous témoigner un petit peu de comment ça s'est passé et puis surtout de comment est-ce que vous réagissez à cette réintégration à demi-mot ?
Tout d'abord, réintégration pour ma part, il n'y en aura pas puisque je ne suis pas en mesure de reprendre à travailler parce que le traumatisme il est là et puis il y a une fatigue qui est là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai 33 ans de carrière de dentiste libéral. Donc libéral, ça veut dire qu'on est toujours en mesure de prendre des décisions par soi-même, en responsabilité. Donc j'ai pris une décision, j'ai fait un choix au moment où il nous a été demandé, imposé par la loi de nous faire vacciner, injecter d'un produit qui devait répondre à tous les problèmes de cette épidémie. Moi, en conscience, j'ai estimé que je n'avais pas toutes les réponses à des questions que je me posais sur cette campagne de vaccination. Donc, j'ai choisi vraiment de ne pas adhérer à cette décision. Et puis, dans ce cas-là, effectivement, l'administration a fait son travail, comme la loi le lui demandait, c'est-à-dire de nous indiquer, nous inciter à nous mettre à jour de notre passeport vaccinal, de notre schéma vaccinal, ce que je n'ai pas fait. Et puis dans ce cas-là, la machine administrative se met en route avec lettres de demande, de mise à jour, information aux patients comme quoi je n'étais pas en règle, etc. Et puis il arrive un moment où l'administration fait son travail et puis nous suspend de façon indirecte en suspendant les remboursements d'honoraires à nos patients. Ce que j'ai vécu. Donc, ce qui fait qu'il arrive un moment où on n'est plus en mesure de pouvoir travailler puisqu'on va exercer dans des conditions où les honoraires que l'on encaisse pour le travail effectué ne sont plus remboursés. Donc, on explique aux patients et ça crée des situations très délicates parce que des patients qui sont en cours de soins et pour lesquels on s'est engagé à finir le travail, on ne peut pas, mais on ne peut pas les laisser dans la nature, parce que quand on voit les délais d'attente pour avoir des rendez-vous ailleurs, c'est très long. Donc on est un petit peu entre deux feux. Moi, j'ai assumé mon exercice vis-à-vis de mes patients, et puis résultat, je me retrouve aujourd'hui considéré comme un délinquant. Moi, ce qui me gêne, c'est un petit peu cette notion de proportionnalité de la peine. Bien sûr. Parce que en termes de justice et de droit, moi je ne suis pas resté inactif, j'ai voulu faire valoir mes droits, c'est-à-dire que dès que j'ai su par l'ARS que je devais me mettre à jour et que je ne le ferais pas, j'ai sollicité le tribunal judiciaire, j'ai entamé une procédure de référé contre l'obligation vaccinale pour savoir ce qu'il en était exactement. Cette audience du référé devait avoir lieu au mois d'octobre 2021. Et elle a été reportée à la demande de l'ARS, D'accord, qui était mon interlocuteur responsable de mon obligation vaccinale. Le problème, c'est que ce référé, cette audience, n'a toujours pas eu lieu. Ah oui. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où moi je sollicite la justice pour savoir si je suis en droit ou pas de refuser cette vaccination, enfin cette injection, la justice n'est pas en mesure de répondre puisque l'ARS, qui est celle qui m'impose la vaccination, demande un report. Donc là, je suis un peu inquiet parce que, en tant que responsable vis-à-vis de mes patients, je sollicite de la part de justice une réponse que je ne peux pas avoir puisque l'ARS reporte l'audience qui m'aurait permis de savoir ce qu'il en était. Effectivement. Donc je trouve ça très embêtant pour défendre, de droit, quoi. Pour défendre vos droits, c'est extrêmement problématique, on est d'accord. Je suis navré, monsieur Vincent, on va devoir vous laisser, on n'a plus beaucoup de temps pour cette table ronde. Je voudrais donner un dernier mot à Maud Marian, et puis ensuite on va essayer de joindre Stéphanie Ginibre par téléphone pour un dernier témoignage. Mais Maud Marian, effectivement, donc on peut vraiment pas forcément finalement se réjouir complètement de cette réintégration assez floue encore. Non, malheureusement. Malheureusement, pour le principe, on peut que se réjouir, mais sur les modalités et les conséquences que ça va avoir, malheureusement, non. Ouais. Effectivement. Est-ce qu'on peut avoir, on n'a pas encore Stéphanie Ginibre par téléphone, en tout cas, est-ce que vous avez déjà lancé des procédures, Maud Marian, concernant ces soignants sur la réintégration, ou est-ce qu'il faut attendre encore les modalités du ministre de la Santé ? On se prépare. Nous, on se prépare à la fois au niveau matériel et au niveau juridique.
pour faire face à toutes les options tout ce qu'on a pu envisager comme chose trappe. C'est vrai que ça va être très compliqué pour beaucoup de gens, ceux qui ont un CDI, ceux qui se sont reconvertis, il y a tellement de situations à envisager qu'avec les collectifs, on est en train de mettre en place des moyens pratiques pour eux. Et puis de prévoir aussi les recours, parce que je pense qu'il va y avoir sans doute à nouveau à saisir la justice sur des points de détail ou sur des difficultés, parce que les gens ne vont même pas être réintégrés à leur poste. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont finir femmes de ménage alors qu'ils sont anesthésistes. Ça va être très complexe. Le combat ne fait que commencer. Stéphanie Ginibre, on vous a au téléphone pour un dernier témoignage. Stéphanie, vous nous entendez ? Oui, très bien. Alors, est-ce que un dernier état d'esprit sur effectivement les soignants que vous avez pu, puisque vous êtes infirmière anesthésiste et vous êtes membre de ce collectif Unis pour la liberté, est-ce que vous avez un témoignage sur effectivement vous-même et puis les soignants que vous côtoyez globalement, comment ils se sentent finalement par rapport à cette réintégration ? Je pense que passer une première émotion où on est plutôt content, puisque ça c'est quelque chose qu'on souhaite depuis 18 mois. Il faut tout à fait modérer ses sentiments parce qu'en effet, rien n'est fait et que l'on doit absolument rester vigilant vu qu'il n'y a aucune condition de poser et qu'on a entendu parler de différentes choses. Et en effet, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ça intervient maintenant au bout de 565 jours ? Pourquoi dans le climat actuel en ce moment ? Ça reste quand même des questions. En effet, cette loi, elle est unique. Évidemment, jamais on aurait dû vivre cette suspension. Donc, évidemment, il faut réintégrer. Ça a mis des gens quand même dans une situation absolument précaire. Le bilan de 18 mois de suspension, c'est donc des suicides, des gens dans une grande précarité. Moi-même, heureusement, en effet, il y a eu ces élans de solidarité. Et moi-même, j'étais au panier repas. Il y a eu évidemment beaucoup de soutien, qu'il soit financier, juridique, moral. Et heureusement qu'il y a eu ça, qui a limité les dégâts de cette suspension. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, on peut dire aussi qu'il y a quand même des gens qui sont partis à l'étranger. On a quand même des compétences qui sont parties, qui ont été bien saluées à l'étranger. Il y en a d'autres qui ont déjà changé de métier. Il y en a d'autres qui sont en cours de reconversion. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'hôpital, qui était déjà très mal en point, où en fait le soignant est l'unité fondamentale du système de soins, et que ce système de soins est devenu un petit peu un système de production. Et puis, du coup, cette unité fondamentale du soignant qui est au plus proche du patient disparaissait déjà au profit d'une stratégie du chiffre et du rendement. Et c'est là, moi, ce que j'appelle la perte de l'âme du métier. Et de fait, dans ce contexte, où les soignants qui ont été suspendus se retrouvent à cette maltraitance généralisée, ils peuvent ressentir évidemment un fort sentiment d'injustice et une profonde amertume qui font que, évidemment, ça ne va pas les encourager à y retourner. Et c'est vrai que je me situe un petit peu dans ça. Merci beaucoup Stéphanie Ginibre. On rappelle que vous êtes une ancienne infirmière anesthésiste, soignant suspendu. Merci à tous pour cette émission spéciale soignant suspendu. On va suivre évidemment ce dossier. Merci à Maude Marian. On rappelle que vous êtes avocate en droit des affaires internationales. À Marc Doyer, donc porte-parole de Vérity France. Merci à vous tous.